un père poussa la porte d'entrée et se figea pétrifié lorsqu'il aperçut sa fille de 7 ans agenouillée dans une flaque d'eau sale. Sa robe était déchirée et trempée, ses petites mains saignaient à force de frotter le sol. Cet instant terrible brisa l'image élégante de leur maison cossue de la rue des Érables, révélant la cruelle vérité des paroles méchantes et un plan sournois pour voler tout leur argent, ourdi par des gens qui auraient dû aimer et protéger l'enfant, transformant cette demeure en prison pour une fillette innocente. Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le bruit d'un chiffon mouillé raclant le sol brillant résonnait dans l'immense maison. Le clapotis de l'eau savonneuse se mêlait à la respiration haletante d'une petite enfant. Marie Dupont, 7 ans, était agenouillée sur le carrelage froid de la cuisine. Sa robe jaune préférée, ornée de petites fleurs blanches, était désormais sale, déchirée, imbibée d'eau brunâtre. Ses petites mains rouges et gonflées saignaient encore au bout des doigts, mais elle serrait toujours la brosse rugueuse. Debout, au-dessus d'elle comme une géante menaçante, se tenait Claire Will, les bras croisés, avec colère. Âgée de 30 ans, mince aux longs cheveux noirs, tirés en arrière, elle portait un bracelet d'or qui appartenait autrefois à Rachel, la mère de Marie, décédée de maladie 8 mois plus tôt. Sa robe rouge vif lui allait à la perfection, scintillant sous la douce lumière de l'après-midi, filtrant par les grandes fenêtres. Mais sa voix était glaciale, tranchante, comme du verre brisé. Frotte cette tache jusqu'à ce qu'elle brille. Et ne manque pas la saleté près du réfrigérateur, je ne le répéterai pas, petite inutile. Marie respirait à peine, son petit corps tremblant de fatigue. D'une voix minuscule, elle murmura « S'il vous plaît, puis-je me reposer 1 minute ? Mes mains brûlent tellement je ne peux plus tenir la brosse. » Claire se pencha, saisit le seau plein d'eau sale et le renversa sur le sol, juste devant l'enfant, agenouillé. L'eau glaciale éclaboussa les jambes et la robe de Marie, qui eut un hoquet de surprise. « Si tes mains brûlent, c'est que tu es paresseuse, et si tu dis un seul mot à ton père, je te jetterai dans la rue. » Marie se mordit la lèvre pour retenir un cri. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. La simple idée d'être jetée dehors sans nulle part où aller lui transperça le cœur comme un couteau. Elle baissa la tête et recommença à frotter le sol détrempé avec la lourde brosse. Soudain, la grande porte d'entrée claqua. Le bruit de chaussures en cuir coûteuse résonna sur le sol en marbre. Jean Dupont, propriétaire de la maison et père de Marie, rentrait bien plus tôt que d'habitude. Il portait encore son costume bleu foncé et sa serviette en cuir. Homme riche dont le visage paraissait dans les magazines d'affaires, il trouvait pourtant tout son argent dérisoire depuis la mort de Rachel. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Sa petite fille, agenouillée au milieu d'un lac d'eau, sale sa jolie robe ruinée et boueuse, tandis que Claire se tenait à côté, ses escarpins rouges brillants, reflétant la lumière. Jean laissa tomber sa serviette et s'avança rapidement, la voix grave et pleine de choc. « Que se passe-t-il ici ?» Claire se retourna vivement, un faux sourire sucré, illuminant soudain son visage. En quelques secondes, sa voix devint douce et aimable, comme si la scène horrible était tout à fait normale. « Oh, mon chéri, tu es rentré tôt. » La petite a renversé de l'eau en essayant de m'aider à nettoyer. Je lui montrais simplement comment ramasser ses propres bêtises. Tu sais combien il est important que les enfants prennent de bonnes habitudes jeunes. Jean fixa Claire avec insistance, puis baissa les yeux vers Marie. La fillette leva vers lui un visage marqué par la peur,
la bouche tremblante, sans émettre un son. Dans ses yeux bruns effrayés, Jean lut toute la terreur de sa fille. Et l'espace d'un instant, il crut voir le visage de Rachel, si net et réel, que sa poitrine se serra douloureusement. Il s'approcha et se pencha pour soulever Marie, mais au contact de l'épaule mouillée de l'enfant, il s'immobilisa, submergé par une vague de souvenirs. L'image de sa bien-aimée Rachel, assise à leur piano blanc, sa longue chevelure brillant au soleil, son rire musical, tandis qu'elle apprenait à Marie sa première chanson, surgit dans son esprit. Il revit Rachel, alitée à l'hôpital, sa main mince et faible, serrant la sienne, lui murmurant d'une voix si douce qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Promets-moi, quoi qu'il arrive, de ne jamais laisser notre petite fille seule. » Mais Jean avait brisé cette promesse. La mort de Rachel l'avait plongé dans un gouffre si profond qu'il ne parvenait plus à en sortir. Les mois suivants, il s'était réfugié dans son bureau, enchaînant réunions et contrats, à plusieurs millions d'euros, pour fuir la douleur immense de son absence. En regardant Marie, il ne voyait que la souffrance de la perte, jamais la joie et l'amour qu'elle pouvait lui offrir. C'est ainsi qu'il avait laissé grandir la distance entre eux jour après jour. Et maintenant, face à cette scène terrible, il ne trouvait toujours pas le courage de réparer ce qui était brisé. Jean recula d'un pas, s'adossant au plan de travail de la cuisine. Sa voix devint basse et fatiguée. « Marie, lève-toi maintenant et laisse-moi te regarder. » Claire s'approcha comme un serpent, posa sa main sur le bras de Jean et sourit d'un air angélique. « Mon chéri, tu vois bien qu'elle a besoin de leçons fermes pour devenir forte et responsable. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour notre petite fille. » Jean ne répondit pas, mais il sentit son cœur se serrer, comme pris dans un étau. Son regard se posa sur la robe jaune déchirée de Marie, la même qu'il avait achetée pour son 6e anniversaire, 2 mois avant que Rachel ne tombe gravement malade. Maintenant elle était tachée, fanée, et avait perdu toutes ses couleurs vives et joyeuses. Il expira profondément et se dirigea vers la porte de la cuisine. Mais quelque chose attira son attention, la brosse que Marie avait laissée tomber. Des taches rouges sombres couvraient les poils rugueux. Il regarda de nouveau les petites mains de sa fille. Ses doigts étaient enflés, écorchés, encore en train de saigner. Jean serra les poings. Tout son corps commença à trembler de colère et de honte. Puis, ses mains se détendirent et il fit un pas en arrière. Le lourd nuage de tristesse et de solitude qui l'accompagnait depuis 8 longs mois l'aspirait comme des sables mouvants. Au fond de sa poitrine, une terrible tempête se formait, prête à éclater. Mais au lieu d'exploser, Jean se sentit plus fatigué que jamais. Il retourna près de Marie, s'agenouilla et souleva doucement la brosse ensanglantée de la flaque au sol. Les taches rouges avaient totalement imprégné les poils collants à sa paume, comme pour l'accuser d'être un mauvais père. Il remit la brosse dans le seau, puis prit délicatement la main blessée de Marie et l'emmena vers l'évier, où il fit couler de l'eau tiède et claire. La fillette poussa un petit gémissement quand l'eau toucha ses coupures, mais elle ne cria pas. Elle murmura seulement si doucement qu'il l'entendit à peine. « Ça ne fait pas trop mal, papa. » Ces mots courageux lui brisèrent encore plus le cœur. Il trouva des pansements dans un tiroir et les enroula autour de ses minuscules doigts, avec une infinie douceur. Il voulait lui poser des centaines de questions sur ce qu'elle avait vécu, mais les mots restaient coincés dans sa gorge trop gros pour sortir. Finalement, il réussit à dire d'une voix tremblante « Monte dans ta chambre et repose-toi, ma chérie. Je viendrai te voir plus tard ce soir, je te le promets. » Marie acquiesça lentement
et se dirigea vers la porte de la cuisine, sa robe mouillée, laissant tomber des gouttes sur le sol, propre à chaque pas. Elle paraissait si petite et si seule dans ce long couloir sombre. Claire s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Jean, sa voix douce comme du miel. « Mon amour, oh, tu as l'air si épuisé par ta journée de travail. Pourquoi ne pas te détendre et me laisser m'occuper du reste? Ici. » Jean repoussa sa main, sans dire un mot. Quelque chose s'éveillait en lui. Pas encore de la colère, mais une émotion qui pourrait bientôt le devenir. Le bruit feutré de ses chaussures élégantes résonna dans le long couloir de bois, tandis qu'il montait lentement l'escalier. Il s'arrêta devant une porte restée fermée à clé depuis la mort de Rachel. La clé se trouvait toujours dans le tiroir de son bureau, recouverte de poussière après tant de mois sans être touchée. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir, peu importe ses efforts. Son esprit revoyait sans cesse les mains ensanglantées de Marie et son regard apeuré. Finalement, il se leva, alla dans son bureau et trouva la clé poussiéreuse au fond du tiroir. Il remonta l'escalier jusqu'à la porte interdite et la vieille serrure céda avec un déclic doux. La chambre de Rachel l'accueillit d'un grincement discret des gonds. L'air vicié emplit aussitôt ses narines, conservant encore une légère trace du parfum qu'elle aimait tant. Jean laissa la plupart des lumières éteintes et n'alluma qu'une petite lampe dans un coin, assez pour voir l'écharpe bleue en soie préférée de Rachel, toujours posée sur la chaise en bois, ainsi que le cadre photo argenté sur la coiffeuse, recouvert d'une fine couche de poussière. Il prit le cadre avec précaution, la poussière se collant à ses doigts. Derrière la vitre se trouvait leur photo de mariage, Rachel, dans sa magnifique robe blanche, tous deux souriants, comme s'ils venaient pas de découvrir le plus beau secret du monde. Jean ouvrit le petit tiroir de sa table de chevet, sans rien chercher de précis. Une fine enveloppe blanche glissa et atterrit doucement à ses pieds comme une plume. Sur le devant, dans l'écriture parfaite de Rachel, on lisait « Pour mon Jean lisse, ceci, quand tu auras le plus besoin de moi. » Il s'assit au bord de leur vieux lit, celui où il lisait des histoires du soir à Marie quand elle était petite. Les mains tremblantes, il ouvrit délicatement l'enveloppe. Le papier frémissait sous sa respiration. Les lettres élégantes de Rachel semblaient être sa douce voix, l'appelant d'un endroit lointain. « Mon très cher Jean, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te serrer dans mes bras quand tu es triste, ou pour protéger notre précieuse Marie. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important pour moi. S'il te plaît, garde notre petite fille en sécurité, loin de ceux qui pourraient vouloir lui faire du mal. Ne fais pas confiance à tous ceux qui te sourient. Regarde profondément dans les yeux de Marie, et tu verras la vérité sur ce qui se passe réellement dans son monde. Elle a besoin que son papa soit fort et courageux. Je vous aime tous les deux plus que toutes les étoiles du ciel. À jamais tienne, Rachel. » Jean lut chaque mot lentement, comme s'il touchait une blessure jamais refermée. Les souvenirs n'arrivaient pas comme un film fluide, mais en éclairs vifs qui lui faisaient fermer les yeux. Il se rappela les longues années d'espoir et de prière pour avoir un enfant, les innombrables visites chez les médecins qui semblaient toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Chaque test négatif faisait pleurer Rachel un peu plus. Jean aimait sa femme si profondément qu'il aurait volontiers pris toute sa douleur en lui s'il avait pu. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester à ses côtés, lui tenir la main et attendre une meilleure nouvelle qui paraissait ne jamais venir. Puis leur miracle arriva. Rachel était enfin enceinte, mais c'était dangereux, comme marcher sur une glace prête à se briser à tout instant. Ils durent être prudents, avec tout ce qu'elle mangeait, la façon dont elle dormait, même sa manière de marcher.
Marie naquit trop tôt, et trop petite, si minuscule, qu'elle dut rester dans une couveuse spéciale à l'hôpital, pendant que Rachel se remettait d'un accouchement difficile. Jean passa des heures à contempler ses parois transparentes, apprenant à préparer des biberons si minuscules qu'ils semblaient des jouets, apprenant à parler à voix basse, à une vie si fragile qu'il craignait de la faire disparaître s'il parlait trop fort. Ils traversèrent ensemble ces premiers mois terrifiants, pleins de prudence, d'espoir et d'amour, croyant leurs épreuves enfin derrière eux. Mais lorsque Marie eut 6 ans, une terrible maladie frappa Rachel. Le cancer arriva discrètement d'abord, puis devint chaque jour plus fort et plus cruel. L'hôpital redevint leur deuxième maison. Médecins, médicaments, traitements douloureux se succédèrent jusqu'à ce que Rachel ne soit plus qu'une ombre d'elle-même. Pourtant, elle continuait à sourire de son beau sourire et à chanter des berceuses à Marie, même quand sa voix devenait faible et éraillée. Jean plia la lettre avec soin et la pressa contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Les mots de Rachel résonnaient dans son esprit comme des cloches d'église. Regarde profondément dans les yeux de Marie, et tu verras la vérité de ce qui se passe. Ce soir, lorsqu'il avait plongé son regard dans les yeux effrayés de sa fille, il y avait vu quelque chose qui lui avait noué l'estomac de la peur de la douleur, mais aussi pire encore, le regard d'un enfant qui avait perdu tout espoir d'être jamais sauvé. À ce moment, un léger coup à la porte de la chambre le fit lever les yeux. « Entre » appela-t-il doucement. La porte s'ouvrit lentement, et Marie passa sa petite tête. Elle portait son pyjama rose préféré, avec de petits lapins blancs, imprimés partout, mais il paraissait trop grand pour son corps frêle, comme si elle rapetissait au lieu de grandir. Sa main bandée était pressée contre sa poitrine. « Papa » murmura-t-elle d'une voix minuscule. « Je n'arrive pas à dormir. Ma main me fait encore un peu mal. » En la voyant debout là, si courageuse et si menue, le cœur de Jean se brisa complètement. C'était le moment celui où tout devait changer. Il s'agenouilla et ouvrit grand les bras. « Viens ici, ma chérie. » Marie courut vers lui et enfouit son visage dans son épaule. Il sentit son petit corps trembler comme une feuille au vent. Jean l'entoura de ses bras et la serra aussi fort qu'il le pouvait, comme il aurait dû le faire chaque jour depuis 8 mois. « Je suis tellement désolé, Marie, » murmura-t-il dans ses cheveux doux. « Je suis désolé de ne pas avoir pris bien soin de toi comme maman me l'avait demandé. » Marie leva la tête, ses grands yeux bruns, identiques à ceux de Rachel, fixant son père. « Ce n'est pas grave, papa. Je sais que tu es triste pour maman aussi. Elle me manque chaque jour. » La simple gentillesse de sa voix donna à Jean l'envie de pleurer comme un enfant. Cette petite fille, qui avait souffert et eu peur toute seule, cherchait à le réconforter. Il caressa doucement le visage de sa fille. « Marie, j'ai besoin que tu me dises quelque chose de très important et que tu sois complètement honnête. Claire a-t-elle déjà été méchante avec toi avant aujourd'hui ?» Les yeux de Marie s'écarquillèrent de peur. Elle regarda la porte de la chambre, puis revint vers son père. Sa voix devint si faible qu'il l'entendit à peine. « Elle m'a dit de ne jamais rien te dire. Elle a dit que si je le faisais, elle m'enverrait vivre dans la rue comme une sans-abri. » Jean sentit la colère brûler dans sa poitrine, comme un feu ardent, mais il garda une voix douce et calme. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur, ma fille courageuse. Je te promets que je te protégerai toujours à partir de maintenant. Peux-tu me dire ce que Claire te fait quand je ne suis pas à la maison ?» La lèvre inférieure de Marie se mit à trembler, comme si elle allait pleurer. « Elle me fait nettoyer toute la grande maison chaque jour après ton départ au travail.
Elle dit que je suis paresseuse et inutile comme maman, et que c'est pour ça que maman est tombée malade et est morte. Elle me fait frotter tous les sols jusqu'à ce que mes mains saignent. Et quand je commence à pleurer, elle me verse de l'eau froide et sale dessus. Chaque mot de Marie transperçait le cœur de Jean comme un couteau affûté. Quoi d'autre, ma chérie? Tu peux tout me dire maintenant. Je ne laisserai plus rien de mauvais t'arriver. Parfois, elle ne me donne même pas de déjeuner, murmura Marie d'une voix encore plus faible. Elle dit « Les enfants gros sont laids et dégoûtants ». Sa voix devint presque un souffle. Elle a cassé ma boîte à musique, celle avec la princesse dansante, que maman m'avait offerte pour mon anniversaire. Elle l'a jetée par terre et l'a écrasée avec ses talons. Elle a dit « Les gens morts n'ont plus besoin de faire de cadeaux ». Jean ferma les yeux et prit une profonde inspiration pour ne pas se mettre en colère devant Marie. Lorsqu'il les rouvrit, il vit sa fille le regarder avec inquiétude. « Tu es fâché contre moi, papa ?» demanda-t-elle dans un filet de voix. « Non, ma précieuse, je ne suis pas fâché contre toi du tout. Je suis en colère contre Claire pour sa cruauté et contre moi-même de ne pas avoir remarqué ce qui t'arrivait. » Jean souleva Marie dans ses bras forts et l'emporta jusqu'au grand fauteuil moelleux près de la fenêtre. Il s'assit et la garda sur ses genoux, comme Rachel le faisait quand Marie était plus petite et avait besoin de réconfort. « Marie, écoute-moi très attentivement. Ce que Claire t'a fait est mal, très très mal. Un adulte ne doit jamais blesser un enfant, ni être méchant avec lui. Et tu n'es ni paresseuse, ni inutile. Tu es la petite fille la plus précieuse et la plus merveilleuse du monde. » Marie se blottit contre la poitrine chaude de son père. « Vraiment, vraiment, ma chérie, tu es intelligente, gentille et belle, tout comme ta maman l'était. Et je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. » Pour la première fois depuis des mois, Marie esquissa un vrai sourire. « Je t'aime aussi, papa. » Ils restèrent ensemble dans la pièce silencieuse, serrés l'un contre l'autre. Jean sentit quelque chose changer dans son cœur, comme une lourde porte verrouillée qui s'ouvrait enfin. « Marie, j'ai une idée, » dit-il doucement. « Voudrais-tu dormir ici ce soir, dans la chambre de maman avec moi? Nous pourrions regarder les lumières de la ville et parler de tous les beaux souvenirs que nous avons d'elle. » Les yeux de Marie s'illuminèrent comme de petites bougies. « Vraiment, Claire ne sera pas fâchée. Claire n'a plus aucun droit d'être fâchée pour quoi que ce soit. C'est notre maison, et tu es ma fille. À partir de maintenant, les choses vont être très différentes ici. » Il lui montra les lumières scintillantes de la ville en contrebas. « Tu vois toutes ces lumières, ma chérie, chacune est comme une petite étoile, et chaque étoile a une histoire. Veux-tu que je te raconte une histoire sur maman ?» Marie hocha la tête avec enthousiasme. Il était une fois une belle dame qui jouait du piano comme par magie. Quand elle jouait, tous ceux qui l'entendaient se sentaient heureux et apaisés. Elle avait le plus merveilleux des rires qui sonnaient comme des clochettes d'argent. Un jour, elle rencontra un homme qui tomba amoureux d'elle la toute première fois qu'il entendit ce rire. Tandis que Jean racontait comment lui et Rachel s'étaient rencontrés et étaient tombés amoureux, les paupières de Marie s'alourdissaient peu à peu. Bientôt, elle dormait paisiblement à ses côtés, sa petite main, agrippant sa chemise, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Mais Jean ne put s'endormir. Son esprit fourmillait de projets. Demain, tout allait changer. Il appellerait son avocat Gabriel Renaud dès le matin, puis le commissaire Henri Delaunay, qu'il avait déjà aidé pour des affaires compliquées. Claire avait fait souffrir sa fille pour la dernière fois. Au fil de la nuit, Jean dressa mentalement la liste de tout ce qu'il devait accomplir
D'abord s'assurer que Marie soit en sécurité et protégée en engageant une nourrice bienveillante pour la journée. Ensuite, découvrir exactement ce que Claire avait fait et réunir les preuves de sa cruauté. Enfin, chasser Claire de leur maison pour toujours. Mais surtout, il ne laisserait plus jamais Marie seule. Il avait fait une promesse à Rachel, et cette fois, il comptait bien la tenir. Juste avant l'aube, Jean entendit des pas dans le couloir. Les talons rouges de Claire claquaient sur le parquet. Elle se demandait probablement où lui et Marie étaient passés. Qu'elle s'inquiète, pensa Jean. Qu'elle s'inquiète pour une fois. Le soleil commençait à se lever sur la ville, peignant le ciel de douces teintes roses et orangées. C'était un nouveau jour, le premier de leur nouvelle vie ensemble. Jean embrassa doucement le front de Marie et lui murmura « Je suis là maintenant, ma courageuse petite fille. Papa est là et ne te laissera plus jamais seule. » Mais Jean ignorait qu'en bas, Claire passait un coup de fil à quelqu'un qui rendrait leur situation bien plus dangereuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Claire arpentait la cuisine, ses talons rouges claquant furieusement sur le sol impeccable. Elle tenait son téléphone serré contre son oreille, attendant qu'on décroche. « Réponds, réponds », chuchota-t-elle entre ses dents. Finalement, une voix masculine, douce mais assurée, répondit « Bonsoir Claire, il est bien tard pour appeler. »« Christophe, j'ai besoin de ton aide tout de suite, » dit-elle d'une voix pressée et inquiète. Quelque chose a mal tourné aujourd'hui. Jean est rentré plus tôt et m'a vu en train de discipliner la petite. Il agit bizarrement et pose trop de questions. Christophe Dupont, le frère cadet de Jean, se trouvait dans son élégant appartement à l'autre bout de la ville. Il avait 35 ans beau, avec des cheveux noirs, impeccablement coiffés, et un sourire qui trompait la plupart des gens, en leur faisant croire qu'il était aimable et digne de confiance. Mais Christophe cachait de sombres secrets et désirait ardemment une chose, prendre le contrôle de l'entreprise de son frère aîné et de toute sa fortune. « Calme-toi, Claire, » dit Christophe d'une voix mielleuse. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Claire jeta un coup d'œil vers l'escalier pour s'assurer que Jean ne descendait pas. La petite peste nettoyait le sol de la cuisine comme toujours, mais Jean est rentré avant que je n'ai pu la faire terminer. Il a vu ses mains en sang et il s'est méfié. Ensuite, ce soir, ils ont disparu tous les deux à l'étage. Je crois qu'elle pourrait lui dire des choses. Christophe resta silencieux, un moment, réfléchissant attentivement. En fait, cela pourrait jouer en notre faveur, ma sœur. Si Jean pense que tu es trop dur avec Marie, on peut utiliser ça. Demain, je viendrai avec un cadeau pour la fillette. Je serai l'oncle charmant, qui veut l'aider, pendant que le pauvre Jean est si occupé par son travail. « Que veux-tu dire ?» demanda Claire, même si elle commençait à comprendre le plan sournois de Christophe. Réfléchis. Jean culpabilise de ne pas être un bon père. Si je me montre comme l'homme de famille parfait, qui veut partager le fardeau d'élever Marie, il pourrait m'être reconnaissant. Et les gens reconnaissants signent des papiers sans les lire attentivement. Claire esquissa un sourire mauvais. Les documents d'entreprise que tu prépares. Exactement. Des papiers sans qui me donneront le contrôle des opérations de l'entreprise, pendant que Jean prendra le temps de guérir et de se concentrer sur sa fille. Bien sûr, une fois que j'aurai le contrôle légal, Jean aura beaucoup de mal à le récupérer. Et la petite, elle pose trop de questions et cause trop de problèmes. La voix de Christophe devint froide et dure. Ne t'inquiète pas pour Marie. Une fois que j'aurai la main sur l'argent, nous pourrons l'envoyer dans un pensionnat loin d'ici. Jean ne pourra pas se battre contre nous devant les tribunaux, et l'enfant sera définitivement hors de notre chemin.
Claire sentit une excitation mauvaise à ce plan diabolique. « Quand viens-tu ?»« Demain après-midi. Assure-toi d'avoir l'air de la belle-mère parfaite, gentille mais attentionnée, peut-être un peu dépassée par les soins à donner à un enfant difficile. Et Claire. Oui, si la petite a déjà trop parlé à Jean, il faudra peut-être agir plus vite que prévu. Sois prête à tout. » Claire raccrocha et leva les yeux vers le plafond, d'où provenaient des voix discrètes de l'ancienne chambre de Rachel. Ses mains se crispèrent. Cet enfant gâté et son père faible pensaient pouvoir ruiner ses plans, mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, un soleil éclatant inonda la chambre de Rachel à travers les fenêtres. Marie s'éveilla, lentement se sentant plus en sécurité et plus reposée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis elle se souvint qu'elle avait dormi toute la nuit à côté de son papa, qui lui avait promis de la protéger. Jean était déjà réveillé observant le visage paisible de sa fille. « Bonjour, mon rayon de soleil, » dit-il doucement. Marie sourit et s'étira. « Bonjour, papa. J'ai fait de beaux rêves de maman cette nuit. Et toi, qu'as-tu rêvé ?» J'ai rêvé qu'elle jouait du piano et chantait ma berceuse préférée. Elle avait l'air heureuse et n'était plus malade. Les yeux de Jean s'embuèrent, mais c'étaient de bonnes larmes. « Je crois que maman est heureuse, ma chérie, et je pense qu'elle est fière de ton courage. » Ils descendirent ensemble prendre le petit déjeuner, Jean tenant la main non blessée de Marie. Dans la cuisine, Claire était déjà là préparant du café et des tartines. En les voyant, elle afficha son plus grand faux sourire. « Eh bien bonjour, vous deux. Jean, tu as bien meilleure mine aujourd'hui. Et Marie, ma chérie, comment vont tes pauvres petites mains ?» Marie se rapprocha de son père et ne répondit pas. Elle sentait que la voix de Claire sonnait différemment, plus douce mais plus fausse que d'habitude. « Elles guérissent », dit simplement Jean d'un ton froid et distant. Claire versa une tasse de café à Jean et la posa devant lui. « J'ai réfléchi, chérie, peut-être que j'ai été trop stricte avec Marie hier. Parfois je veux tellement qu'elle apprenne de bonnes habitudes que j'oublie qu'elle n'est encore qu'une petite fille. » Jean observa Claire attentivement. Quelque chose sonnait faux dans son attitude, mais il n'arrivait pas à déterminer quoi. « Je pensais aussi, » poursuivit Claire, « qu'il serait peut-être bon pour Marie d'avoir plus d'activités amusantes. Tu sais, des choses que les enfants de son âge apprécient. » Marie leva les yeux vers son père, avec surprise. Claire n'avait jamais parlé d'activités amusantes auparavant. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Le visage de Claire s'illumina, comme si elle attendait quelqu'un. « Oh, ça doit être Christophe. Je l'ai appelé hier soir, et je lui ai demandé de venir. Je me suis dit que ce serait bien que Marie passe du temps avec son oncle. » Jean sentit son estomac se serrer. Il n'avait pas vu son frère cadet Christophe depuis plusieurs mois, et leur dernière conversation ne s'était pas bien terminée. Christophe avait posé trop de questions sur l'entreprise et suggéré des changements que Jean n'aimait pas. « Tu as appelé Christophe sans me le demander, » dit Jean, sa voix se faisant un peu plus dure. « J'ai juste pensé qu'avec tout ce qui se passe, un peu de soutien familial pourrait nous être utile. » Avant que Jean ne puisse dire autre chose, Claire se précipita pour ouvrir la porte d'entrée. Christophe Dupont entra portant une boîte cadeau brillante, ornée d'un grand nœud rouge. Il portait un costume gris coûteux et son sourire à 1 million d'euros. « Frère, » dit-il d'une voix forte en écartant les bras, « c'est tellement bon de te voir, et voilà ma belle petite nièce. » Marie se cacha rapidement derrière les jambes de son père, jetant un coup d'œil à cet oncle dont elle se souvenait à peine. «
Quelque chose dans le large sourire de Christophe la rendait nerveuse. Christophe se pencha et tendit la boîte cadeau vers Marie. « Je t'ai apporté quelque chose de spécial, ma chérie. Tu veux voir ce que c'est ?» Marie leva les yeux vers son père, puis vers Christophe. Lentement, elle tendit la main et prit la boîte. À l'intérieur se trouvait une magnifique poupée aux longs cheveux blonds et à la robe rose. « Elle te plaît ?» demanda Christophe. « Elle s'appelle Princesse Emma, et elle attendait de rencontrer une petite fille spéciale comme toi. » Marie tint la poupée avec précaution, mais elle ne sourit pas. « Merci, » dit-elle doucement. Christophe se redressa et posa la main sur l'épaule de Jean. « Tu as l'air fatigué, grand frère. Claire me dit que tu travailles trop et que tu t'inquiètes pour tout. » Jean s'écarta de la main de Christophe. « Je vais bien, Christophe. Qu'est-ce qui t'amène si tôt ? Un homme ne peut-il pas rendre visite à sa famille sans raison particulière ?» Christophe rit, mais ses yeux ne riaient pas. Ils observaient Jean attentivement, comme un chat guettant une souris. Claire intervint rapidement. « Je pensais que Christophe pourrait nous aider à trouver un équilibre entre ton travail, le soin de Marie, toutes les responsabilités. Parfois un autre point de vue adulte, ça aide. » Christophe hocha la tête avec sérieux. « Exactement. Jean, tu portes tellement de poids sur tes épaules depuis la mort de Rachel. Peut-être qu'il est temps de laisser ta famille partager ce fardeau. » Des signaux d'alarme résonnaient dans la tête de Jean. Pourquoi Claire et Christophe utilisaient-ils tous deux les mêmes mots « partager le fardeau » ? Et pourquoi Christophe regardait-il la maison comme s'il la mesurait? Marie restait tout près de son père, serrant sa nouvelle poupée, mais surveillant Christophe avec des yeux inquiets. Elle murmura à son père « Papa, on peut remonter ». Mais avant que Jean ne réponde, Christophe recommença à parler de toutes les façons dont il voulait aider la famille. « Tu sais, Jean, j'ai beaucoup réfléchi à ta situation, » dit-il en marchant dans le salon, comme s'il était chez lui. Diriger une grande entreprise, élever une petite fille tout seul, gérer le deuil, c'est trop pour une seule personne. Jean observa son frère avec attention. « Je peux gérer mes responsabilités, Christophe. »« Bien sûr que tu peux. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Le sourire de Christophe s'agrandit mais devint plus faux. « Mais même les plus forts ont parfois besoin de soutien. C'est à ça que sert la famille. » Claire acquiesça vivement. « C'est exactement ce que je lui ai dit hier soir au téléphone. Nous sommes tous inquiets pour toi, Jean. » Christophe s'assit sur le canapé, en cuir coûteux, et tapota la place à côté de lui. « Marie, ma chérie, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec ton oncle Christophe? Nous pourrons jouer avec ta nouvelle poupée. » Marie secoua la tête et se serra encore plus contre son père. Quelque chose chez Christophe lui donnait la chair de poule, comme quand elle voyait des araignées dans le jardin. « Elle est juste timide, » dit rapidement Claire. « Elle s'habituera à toi. » Mais Jean remarqua que les mains de Marie tremblaient légèrement en tenant la poupée. La peur de sa fille le rendait encore plus méfiant. « Qu'est-ce que tu proposes exactement, Christophe ?» demanda directement Jean. Christophe se pencha en avant, les coudes sur les genoux, essayant d'avoir l'air sérieux et attentionné. « Eh bien, je me disais, et si je t'aidais à diriger l'entreprise pendant d'un temps? Juste temporairement, bien sûr. Tu pourrais prendre du repos pour te concentrer sur ta guérison et sur Marie. Je sais combien tu souffres depuis la mort de Rachel. Tu veux diriger ma société ?» La voix de Jean se fit tranchante.
Pas définitivement, répondit Christophe, en riant et en levant les mains. Juste jusqu'à ce que tu sois prêt à reprendre le contrôle total. Réfléchis, tu pourrais passer de vrais moments avec Marie, peut-être l'emmener en vacances, l'aider à surmonter la perte de sa mère. Pendant ce temps, je veillerai à ce que l'entreprise continue de bien tourner. Claire intervint de nouveau. Ça me semble une excellente idée. Marie a besoin de son père en ce moment plus que l'entreprise n'a besoin de lui. Jean baissa les yeux vers sa fille, qui le regardait avec ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de Rachel. Oui, elle avait besoin de lui. Pendant des mois, il s'était trop enfoui dans le travail et le chagrin pour être le père qu'elle méritait. Mais quelque chose sonnait faux dans toute cette conversation. J'apprécie la proposition, Christophe, mais je ne suis pas prêt à prendre une telle décision maintenant. Le sourire de Christophe vacilla une fraction de seconde, trop brève pour que la plupart le remarquent, mais Jean la vit. Ce n'était pas un sourire de frère aimant, mais un sourire avide et impatient. Bien sûr, reprit Christophe, son faux chaleureux revenant. Je ne veux pas te mettre la pression, mais peut-être pourrions-nous commencer petit. Je pourrais simplement aider dans la gestion quotidienne, les réunions, la révision des contrats, ce genre de choses. En fait, dit Claire, j'ai une idée. Pourquoi ne pas dîner tous ensemble ce soir, juste en famille? Nous pourrions parler davantage de la façon de faciliter les choses pour tout le monde. Marie tira doucement la chemise de son père et murmura « Papa, je ne veux pas dîner avec eux. On peut manger en haut comme hier soir. » Jean entendit la peur dans la petite voix de sa fille, et sa décision fut immédiate. En fait, Christophe, je crois que Marie et moi avons besoin d'un peu de temps tranquille, aujourd'hui. Nous pourrons discuter affaires une autre fois. Le visage de Christophe se crispa un instant, avant que le faux sourire ne revienne. Bien sûr, grand frère, mais ne tarde pas trop à prendre une décision. Le monde des affaires va vite, et les opportunités n'attendent personne. Il y avait quelque chose de menaçant dans la manière dont Christophe prononça ces mots, même si sa voix restait douce. « Marie et moi allons très bien, » dit fermement Jean. « Claire, pourrais-tu raccompagner Christophe, s'il te plaît? Marie et moi avons des choses à faire aujourd'hui. » La bouche de Claire s'entr'ouvrit, comme pour protester, mais la voix de Jean avait un ton qu'elle n'avait jamais entendu fort et définitif, comme s'il ne changerait pas d'avis, quoi qu'elle dise. « Bien sûr, chérie, » répondit-elle entre ses dents serrées. Pendant que Christophe enfilait son manteau coûteux, il se pencha une dernière fois vers Marie. « Garde bien cette poupée petite princesse, et souviens-toi, l'oncle Christophe sera toujours là, si tu as besoin de quoi que ce soit. » Marie se serra contre la jambe de son père et hocha la tête sans dire un mot. Après que Christophe et Claire furent partis, vers la porte d'entrée, Jean s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de sa fille. « Marie, je veux que tu me dises la vérité. Comment l'oncle Christophe t'a-t-il fait te sentir ?» Marie regarda la porte pour s'assurer qu'il était vraiment parti, puis chuchota. « Il m'a fait peur, papa. » Son sourire avait l'air méchant comme celui de Claire, quand elle fait semblant d'être gentille. Un frisson glacé parcourut le dos de Jean. Sa fille de 7 ans percevait mieux la vérité que bien des adultes. « Tu as d'excellents instincts, ma chérie. Je suis fier que tu me dises la vérité. Nous allons vraiment dîner avec lui ce soir. » « Non, pas du tout. En fait, je crois que toi et moi devons avoir une conversation très importante. Mais d'abord, je dois passer un coup de fil à quelqu'un qui peut nous aider. » Jean se rendit dans son bureau et ferma la porte. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Gabriel Renaud à l'appareil. « Gabriel, c'est Jean Dupont. J'ai besoin de te voir, aujourd'hui.
C'est urgent. Gabriel, avocat de la famille, depuis 15 ans, était intelligent, honnête, et l'une des rares personnes en qui Jean avait une confiance absolue. Que se passe-t-il, Jean? Tu sembles inquiet. Je pense que mon frère et la sœur de ma femme préparent quelque chose qui concerne Marie et mon entreprise. Peux-tu venir à la maison cet après-midi? Je serai là dans 2 heures. Jean, si tu soupçonnes une fraude ou des menaces envers Marie, il faudra peut-être impliquer la police. C'est exactement ce que je pensais. Tu connais toujours le commissaire Henri Delaunay. Très bien. Veux-tu que je lui demande de venir avec moi? Oui, et Gabriel passe par la porte arrière. Je ne veux pas que Claire sache que nous nous rencontrons. Après avoir raccroché, Jean resta un moment silencieux, pensif. La lettre de Rachel se trouvait toujours dans la poche de sa veste. Il la sortit et relut ces mots. « Regarde profondément dans les yeux de Marie, et tu verras la vérité de ce qui se passe vraiment. » Marie avait tout de suite vu la vérité sur Christophe. Elle essayait aussi depuis des mois de lui dire la vérité sur Claire, mais il était trop enfermé dans son chagrin pour l'écouter. Cette fois, il écoutait et il allait s'assurer que sa fille soit en sécurité quoi qu'il en coûte. Jean retourna voir Marie, assise sur le sol du salon, avec sa nouvelle poupée. Mais au lieu de jouer joyeusement comme la plupart des enfants, elle la fixait d'un air soucieux. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Papa, pourquoi l'oncle Christophe m'a-t-il donné cette poupée? Je ne l'avais jamais rencontré avant, et il ne sait pas quel jouet j'aime. » Jean s'assit à côté d'elle. Une fois de plus, la sagesse de sa fille l'émerveilla. « Tu as tout à fait raison de te poser la question, Marie. Parfois les adultes offrent des cadeaux pour des raisons qui ne sont pas très gentilles. Comme quand Claire me donne des corvées en plus, mais dit que c'est pour m'aider à devenir responsable. Exactement. » Jean observa la poupée plus attentivement. Elle était chère et magnifique, mais quelque chose semblait faux, comme si c'était un outil, plutôt qu'un vrai cadeau. « Marie, je veux que tu ranges cette poupée dans ta chambre pour l'instant. Nous avons des choses importantes à discuter, et plus tard, aujourd'hui des amis à moi viendront nous rendre visite. Ce sont de bonnes personnes qui veulent t'aider à rester en sécurité. » Marie hocha la tête avec sérieux. Claire et l'oncle Christophe sont-ils des méchants papas? Jean prit une profonde inspiration. Sa petite fille lui demandait la vérité et elle la méritait. Je pense qu'il pourrait l'être, ma chérie, mais de bonnes personnes vont nous aider à comprendre exactement ce qui se passe. Et quoi qu'il arrive, je te promets que tu seras toujours en sécurité avec moi. Tandis que Marie montait ranger sa poupée. Jean jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut Claire dans le jardin, parlant encore au téléphone. Elle faisait les 100 pas en agitant sa main libre visiblement contrariée. Jean soupçonna qu'elle appelait Christophe et que la conversation n'était pas agréable, mais qu'ils complotent autant qu'ils veulent, lui préparer désormais ses propres plans. Et contrairement à ceux de Claire et de Christophe, les siens visaient à protéger la personne qu'il aimait le plus au monde. 2 heures plus tard, Gabriel et le commissaire Delaunay arriveraient et la véritable bataille pour la sécurité de Marie commencerait. Jean passa l'heure suivante à aider sa fille à assembler un puzzle dans le salon. C'était l'image d'un magnifique jardin rempli de papillons et de fleurs, le genre de scène paisible qu'il souhaitait pour la vie de sa fille. Tandis qu'ils travaillaient ensemble, Marie paraissait plus détendue et plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des mois. « Papa, ce papillon ressemble à la robe jaune que maman portait à l'église, » dit Marie, en montrant une pièce jaune éclatante. « Tu as raison,
C'est vrai, ta maman adorait cette robe parce qu'elle disait qu'elle lui donnait l'impression d'être un rayon de soleil. » Marie sourit et ajusta parfaitement la pièce du puzzle. « Moi aussi, je veux être comme le soleil. »« Tu l'es déjà, ma chérie. Tu es le plus beau rayon de soleil de tout mon monde. » À exactement 14 heures, Jean entendit un léger coup frapper à la porte arrière. Il jeta un œil par la fenêtre de la cuisine et aperçut 2 hommes, Gabriel Renaud, un grand homme aux cheveux gris et au regard bienveillant, et le commissaire Henri Delaunay, solide, au visage sérieux, mais digne de confiance. « Marie, j'ai besoin que tu montes jouer tranquillement dans ta chambre un moment. Les amis dont je t'ai parlé sont là, et nous devons discuter de choses d'adultes. Ce sont les gentilles personnes qui vont nous aider. Oui, ma chérie, mais souviens-toi, ne dis pas à Claire qu'ils sont ici d'accord. » Marie acquiesça et lui donna un câlin, avant de courir à l'étage avec ses pièces de puzzle. Jean ouvrit doucement la porte arrière et fit entrer les 2 hommes dans la cuisine. « Merci d'être venu si vite, » chuchota-t-il. Gabriel lui serra la main fermement. « Jean, tu semblais vraiment inquiet au téléphone. Que se passe-t-il ? » « Je crois que mon frère Christophe et ma belle-sœur Claire complotent pour voler mon entreprise et faire du mal à Marie. Hier, j'ai trouvé Claire forçant Marie à frotter le sol jusqu'à ce que ses mains saignent. Et aujourd'hui, Christophe est venu avec un prétexte pour m'aider à gérer la société temporairement. » Le commissaire Delaunay sortit un petit carnet. « Racontez-moi exactement ce que vous avez vu hier. » Jean décrivit la scène Marie, à genoux dans l'eau sale, les mains coupées et en sang, à force de frotter la douceur feinte de Claire en sa présence, et la peur de Marie chaque fois que son nom était prononcé. « Et ce matin, poursuivit Jean, Christophe Bedge est arrivé avec un cadeau pour Marie, mais elle a tout de suite eu peur de lui. Elle a dit que son sourire paraissait méchant, comme celui de Claire quand elle fait semblant d'être gentille. » Le visage de Gabriel se rembrunit. « Jean, ce que Christophe propose ressemble à une tentative de te faire signer des papiers, lui donnant le contrôle opérationnel de l'entreprise. C'est extrêmement dangereux. » « Que veux-tu dire ? S'il obtient une autorité légale, même temporaire, il pourra prendre des décisions difficiles à annuler, contracter des prêts, vendre des actifs importants ou modifier la structure de propriété. » Le commissaire leva les yeux de son carnet. « Et s'il menace l'enfant, c'est de la maltraitance criminelle. Avez-vous d'autres preuves physiques de ces abus en dehors de ce qui s'est passé hier ? Marie m'a dit que Claire casse ses jouets, l'empêche parfois de déjeuner et la fait nettoyer la maison chaque jour pendant que je travaille. Elle lui dit aussi qu'elle est paresseuse et inutile comme sa mère. » Les 2 hommes prirent un air très grave. Gabriel parla doucement. « Nous devons rassembler des preuves tout de suite. C'est votre parole contre la leur. Et Claire pourrait prétendre que Marie invente des histoires. » « Quel genre de preuves ? » demanda le commissaire en se penchant. « Nous devons les prendre sur le fait. Soit une vidéo, soit un enregistrement audio de Claire, maltraitant Marie, ou une preuve que Christophe tente de vous escroquer. Comment faire sans mettre Marie en danger ? Nous pouvons installer un petit dispositif d'enregistrement dans les pièces principales, » expliqua Delaunay. « Il est activé par la voix et n'enregistrera que lorsqu'on parle. Si Claire menace encore Marie, nous aurons une preuve. » Gabriel acquiesça. « Et pour l'entreprise, si Christophe vous apporte des documents, à signer ne signez rien. Prenez plutôt des photos et envoyez-les-moi immédiatement. Je pourrai dire s'ils sont frauduleux. » Jean sentit un soulagement l'envahir. Enfin, il avait des alliés qui savaient comment riposter. « Une dernière chose, dit-il.
Claire agit bizarrement. Aujourd'hui, elle passe des coups de fil et fait les 100 pas. Je crois qu'elle et Christophe préparent leur prochain coup. « C'est presque une bonne nouvelle », répondit le commissaire. « S'ils se sentent sous pression, ils risquent de commettre des erreurs ou d'aller trop vite. Les gens désespérés révèlent souvent leurs vraies intentions. » À ce moment, la porte d'entrée claqua. La voix de Claire résonna dans la maison. « Jean, où es-tu? Nous devons parler. » Les 3 hommes échangèrent un regard alarmé. La voix de Claire sonnait furieuse et pressante, très différente de sa douceur habituelle. « Je dois y aller, » chuchota Jean. « Pouvez-vous installer l'enregistreur maintenant ?» Le commissaire sortit rapidement un petit objet noir de sa poche, pas plus grand qu'une pièce. « Placez-le derrière le cadre du grand tableau dans votre salon. Il enregistrera tout ce qui sera dit dans cette pièce. » Gabriel tendit à Jean une carte de visite avec son numéro personnel inscrite au dos. Si Christophe apporte des papiers ou si quelque chose t'inquiète, appelle-moi immédiatement, jour ou nuit. Jean. La voix de Claire se faisait plus forte et plus impatiente. « Où te caches-tu » ? « Elle arrive vers la cuisine », dit Jean avec urgence. Le commissaire Delaunay et Gabriel sortirent rapidement par la porte arrière, non sans glisser le petit appareil d'enregistrement dans la main de Jean. « Cachez-le derrière le grand tableau du salon », chuchota Delaunay. « Et souvenez-vous, restez naturel. Ne leur fais pas savoir que tu te doutes de quoi que ce soit. » Jean referma doucement la porte, arrière juste au moment où Claire entra dans la cuisine. Son visage était rouge de colère, et ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre, comme si elle les avait trop souvent passés entre ses doigts. « Jean, nous avons un sérieux problème, » dit-elle d'une voix tendue, à peine contenue. « Je viens d'avoir Christophe au téléphone, et il est très inquiet de ton comportement aujourd'hui. » Jean se força à rester calme, se rappelant les paroles du commissaire Delaunay, agir comme si de rien n'était. « Que veux-tu dire ? J'ai trouvé que la visite s'était bien passée. »« Ne fais pas l'idiot. » Claire s'avança, les yeux plissés. « Christophe dit que tu semblais méfiant et peu aimable. Il affirme que tu lui as posé trop de questions sur sa proposition. » Jean haussa les épaules, l'air détaché. « Je pose toujours beaucoup de questions sur les affaires. C'est comme ça que j'ai bâti une entreprise prospère. » Eh bien, tes questions lui ont donné l'impression que tu ne fais pas confiance à ta propre famille, après tout ce que nous avons fait pour t'aider depuis la mort de Rachel. » La voix de Claire prit ce ton de fausse innocence que Jean reconnaissait désormais comme de la manipulation. « J'apprécie tout ce que tu as fait, » répondit-il prudemment, « mais je dois comprendre tout accord commercial avant de m'engager. » Le masque de Claire glissa un instant, et Jean vit une froide calculatrice dans ses yeux. « Christophe revient demain soir pour dîner. Il apporte les papiers pour le transfert de gestion, et il s'attend à ce que tu les signes. » Transfert de gestion. Jean garda une voix neutre même si son cœur battait la chamade. « L'arrangement temporaire dont nous avons parlé. Tu es tellement accablé depuis la mort de Rachel, et l'entreprise en souffre. Christophe veut seulement t'aider à stabiliser les choses pendant que tu te concentres sur ta guérison. » Jean hocha lentement la tête, gagnant du temps, tandis que son esprit s'emballait. C'était exactement ce dont Gabriel l'avait averti. Ils voulèrent le contrôle opérationnel, et vite. « Ça semble raisonnable, » dit-il, détestant la facilité avec laquelle le mensonge lui venait. « Je regarderai les papiers demain soir. » L'expression de Claire se détendit légèrement. « Bien. Et Jean, je pense qu'il vaudrait mieux que Marie dîne dans sa chambre demain.
C'est une affaire d'adultes, les enfants ne devraient pas être mêlés à des discussions financières compliquées. Une froide inquiétude traversa Jean. Claire voulait que Marie soit isolée lorsque Christophe viendrait avec les documents. « Bien sûr, » répondit-il, tout en planifiant exactement le contraire. Marie serait en sécurité à l'étage, mais le dispositif d'enregistrement capterait chaque mot de leur conversation. Claire le scruta longuement, comme pour déceler la moindre trace de duplicité. Enfin, elle hocha la tête. « Je suis contente que tu sois raisonnable pour le bien de tous. » Après le départ de Claire-Jean, attendit plusieurs minutes, avant de se rendre discrètement au salon. La voie était libre. Elle était probablement montée prévenir Christophe que Jean semblait coopératif. Rapidement, Jean souleva le grand cadre photo de lui, et Rachel posait sur la cheminée, et plaça soigneusement le minuscule dispositif d'enregistrement derrière, comme le commissaire Delaunay l'avait indiqué. L'appareil si petit et sombre disparaissait complètement contre le fond. En raccrochant le tableau, Jean ressentit une étrange impression de force. Demain soir, quand Christophe et Claire croiraient le piéger, ils tomberaient en réalité dans son piège. « Papa !» La voix de Marie venait de l'escalier. « Je peux descendre maintenant. »« Bien sûr, ma chérie, viens. » Marie dévala les marches et le serra fort dans ses bras. Claire était fâchée. Sa voix faisait peur. Jean regarda les yeux inquiets de sa fille et prit une décision. Elle méritait de savoir, avec des mots qu'elle pouvait comprendre. « Marie, tu te souviens de ce qu'on a dit sur les mauvaises personnes. Demain soir, l'oncle Christophe vient dîner, et je crois que lui et Claire vont essayer de me tromper pour que je leur donne quelque chose qui ne leur appartient pas. » Les yeux de Marie s'agrandirent, comme quand Claire a pris l'argent de mon anniversaire, en disant qu'elle le gardait pour moi. La colère monta en Jean. Il n'avait jamais su pour cet argent. Exactement comme ça. Mais cette fois, je suis prêt à leur tour. Des gens très compétents nous aident, et nous allons nous assurer que Claire et l'oncle Christophe ne puissent plus te blesser, ni prendre ce qui ne leur appartient pas. La police va venir. Peut-être, mais seulement pour nous aider, jamais pour nous faire du mal. Et quoi qu'il arrive demain soir, tu seras en sécurité dans ta chambre, je te le promets. Marie hocha la tête sérieuse. « Papa, je suis contente que tu ne les laisses plus te tromper. »« Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Ce soir-là, tandis que Jean bordait Marie dans son lit, il garda sa main un peu plus longtemps que d'habitude. Demain, tout changerait. Soit il réussirait à confondre Claire et Christophe, soit ils trouveraient un moyen d'accomplir leur plan. Dans tous les cas, il n'y aurait plus de faux semblants, plus d'efforts, pour préserver une paix qui faisait souffrir sa fille. « Papa, » dit Marie d'une voix ensommeillée, « tu chanteras la chanson de maman. » La gorge de Jean se serra. Il n'avait pas chanté la berceuse de Rachel depuis l'enterrement, mais en voyant le visage plein d'espoir de Marie, il comprit qu'éviter la chanson ne la protégeait pas du chagrin, cela la privait de réconfort. Jean commença à chanter doucement sa voix, d'abord un peu rauque mais devenant plus sûre à chaque mot. À mesure que la mélodie familière emplissait la chambre, il sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis la mort de Rachel, il ne se contentait plus de survivre chaque jour. Il se battait pour construire la vie que sa femme aurait souhaitée pour leur fille. Quand la chanson s'acheva, Marie souriait paisiblement. « Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Fais de beaux rêves. » Alors que Jean éteignait la lumière et rejoignait sa propre chambre, il pensa au dispositif d'enregistrement, dissimulé dans le cadre photo du salon. Demain soir,
Claire et Christophe révéleraient enfin leurs véritables intentions, sans savoir que chaque mot serait enregistré comme preuve. Mais il avait encore des préparatifs à faire. Gabriel lui avait recommandé de photographier tout document que Christophe apporterait, et le commissaire Delaunay avait promis d'être prêt avec une ordonnance de protection dès qu'ils auraient les preuves nécessaires. Jean s'allongea les yeux fixés au plafond, planifiant chaque détail du lendemain soir. Pendant des mois, il avait été passif, laissant Claire contrôler la maison, pendant qu'il se cachait dans son chagrin. Plus maintenant. Demain, il passerait à l'action. Le lendemain matin, Jean se leva tôt et prépara le petit déjeuner pour Marie, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Alors qu'il mangeait des crêpes à la table de la cuisine, il remarqua combien sa fille paraissait surprise et heureuse de ce simple geste. « Papa, elles ont le goût de celles que maman faisait, » dit Marie, le sirop coulant sur son menton. « C'est parce que j'ai utilisé sa recette. Je l'ai retrouvée dans son livre de cuisine hier soir. » Claire apparut dans l'encadrement de la porte, déjà habillée et parfaitement coiffée, malgré la colère de la veille. « Comme ses domestiques, » lança-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que tu ne comptes pas en faire une habitude, Jean. Marie doit apprendre l'autonomie. Les enfants de 7 ans ont besoin que leurs parents s'occupent d'eux, » répondit-il posément sans quitter Marie des yeux. Le sourire de Claire se crispa. « Bien sûr, je voulais juste dire qu'une attention excessive peut rendre les enfants dépendants. » Jean sentit Marie se raidir à côté de lui. Même sa fille percevait la menace sous les paroles sucrées. « Marie se débrouille très bien, n'est-ce pas, ma chérie ?» affirma Jean d'un ton ferme. Marie acquiesça, mais Jean remarqua qu'elle avait cessé de manger et serrait sa fourchette. « Eh bien, » poursuivit Claire, en se servant du café, « j'espère que vous êtes prêts pour ce soir. Christophe sera là à 18 heures précises, et il est très impatient de finaliser les arrangements pour l'entreprise. J'ai hâte d'examiner sa proposition, » dit Jean, le mensonge plus facile désormais. Le mot « examiner » fit s'arrêter la main de Claire au-dessus de la cafetière. « Jean, nous en avons parlé hier. Christophe a mis beaucoup de travail pour t'aider et il mérite une réponse claire. Tout bon homme d'affaires relit les contrats avant de les signer. » Claire reposa la cafetière un peu trop brusquement. « Ce n'est pas une transaction quelconque, Jean. C'est la famille qui aide la famille. Le fait que tu traites Christophe comme un étranger est inquiétant. » Jean soutint son regard sans ciller. « Je traite toutes les affaires de façon professionnelle. C'est ainsi que je protège ce que Rachel et moi avons construit ensemble. » À la mention du nom de Rachel, quelque chose passa sur le visage de Claire, irritation peut-être calcul. Jean mémorisa cette réaction. « Bien sûr, » répondit Claire, avec douceur feinte. « Je suis sûre que Rachel voudrait que tu prennes des décisions intelligentes. » Après son départ, Marie leva vers son père des yeux inquiets. « Papa Claire n'aime pas quand tu parles de maman. »« Je l'ai remarqué aussi, ma chérie. Pourquoi crois-tu que c'est ainsi ?» Marie réfléchit un instant. « Peut-être parce que maman était gentille avec moi, et que Claire n'aime pas quand on est gentil avec moi. » Le cœur de Jean se serra devant l'analyse lucide de sa fille sur sa propre maltraitance. « Tu es très intelligente, Marie, et tu as raison. Ta maman t'aimait énormément, et elle n'aurait jamais voulu que quelqu'un soit méchant avec toi. Et c'est pour ça que tu ne vas pas signer les papiers de l'oncle Christophe. » Jean la regarda stupéfait de sa compréhension. « C'est exactement pour ça. Et ce soir, quand l'oncle Christophe viendra, je veux que tu restes dans ta chambre et que tu joues tranquillement comme Claire l'a suggéré.
Tu pourras faire ça pour moi. Tu seras d'accord de rester en bas tout seul avec lui. » Jean serra doucement la main de sa fille. « Je ne serai pas seul. Tu te souviens, il y a de bonnes personnes qui nous aident maintenant. » Marie hocha la tête avec gravité. « Les amis venus hier. »« C'est ça. Tout ira bien, je te le promets. » Vers midi, le téléphone de Jean vibra un message de Gabriel. « Comment ça va? N'oublie pas de photographier tout document et de ne rien signer quelle que soit la pression. » Jean répondit « Prêt. Le dispositif d'enregistrement est en place. Parfait. Henri et moi serons tout prêts ce soir. Si quelque chose tourne mal, appelle immédiatement. » L'après-midi s'écoula lentement. Jean essaya de travailler dans son bureau, mais se surprit à vérifier son téléphone, encore et encore pour s'assurer qu'il était chargé et prêt à photographier les documents. Chaque bruit dans la maison le faisait sursauter, craignant que Christophe n'arrive plus tôt. À 17 heures, Marie apparut dans l'encadrement de la porte du bureau. « Papa Claire m'a dit de me préparer pour mon dîner dans ma chambre. Elle m'a fait un sandwich, mais il n'y a que du pain et un tout petit morceau de fromage. » Jean sentit la colère monter en lui. Même maintenant, Claire utilisait la nourriture comme une arme pour punir Marie. « Viens, ma chérie, on va te préparer un vrai dîner avant que tu montes. » Dans la cuisine, Jean prépara un repas complet pour Marie, des pommes tranchées, des biscuits, avec du beurre de cacahuète, un verre de lait et quelques biscuits qu'ils avaient cuisinés ensemble la semaine précédente. Alors qu'il rangeait le tout dans un panier, Claire apparut. « Jean, que fais-tu? J'ai déjà donné le dîner de Marie. »« Je m'assure que ma fille ait assez à manger, » répondit-il sans lever les yeux. « Elle n'a pas besoin de tout ça. Trop de nourriture la rendra malade. » Jean la regarda enfin, et pour la première fois, il ne chercha pas à cacher sa colère. Claire-Marie est une enfant qui grandit. Elle a besoin d'une vraie alimentation. Le visage de Claire se teinta de rouge. « Je m'occupe d'enfants depuis plus longtemps que tu ne crois, Jean. Je sais ce qu'ils ont besoin. » Vraiment. La voix de Jean devint glaciale, parce que ce que j'observe suggère le contraire. Le silence tomba dans la cuisine, rythmé seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Claire fixa Jean avec une hostilité sans phare, toute douceur disparue. « Nous en reparlerons plus tard, » finit-elle par dire. « Oui, » répondit Jean calmement. « Nous en reparlerons certainement. » Quand Claire quitta la cuisine d'un pas furieux, Marie tira sur la manche de son père. Papa, elle avait l'air vraiment fâché. « Je sais, ma chérie, mais parfois, on doit mettre les gens en colère quand on protège ceux qu'on aime. » Jean monta le panier à l'étage et aida Marie à installer un petit coin dîner dans sa chambre, entouré de ses peluches préférées, comme invité. « Souviens-toi, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Reste ici quoi qu'il arrive en bas, même si les voix deviennent fortes. Continue juste à jouer tranquillement. » Et si j'ai peur? Jean sortit de sa poche un petit talkie-walkie, l'un d'une paire trouvée dans la boîte à jouets de Marie. « Si tu as peur, tu appuies sur ce bouton et tu me parles. J'aurai l'autre dans ma poche. » Le visage de Marie s'éclaira, comme des agents secrets. « Exactement. Tu es ma partenaire, et les partenaires veillent toujours l'un sur l'autre. » À 18 heures précises, la sonnette retentit. Jean entendit le claquement des talons de Claire dans l'entrée, tandis qu'elle allait ouvrir. Christophe pile à l'heure, entre. Jean vérifia une dernière fois son téléphone, s'assura que le talkie-walkie était bien dans sa poche et prit une grande inspiration. Derrière le cadre photo sur la cheminée du salon, le minuscule dispositif d'enregistrement
attendait prêt à tout capter. Il était temps de découvrir exactement ce que son frère et Claire avaient prévu. Jean entra dans le salon, au moment où Christophe franchissait la porte, portant une mallette en cuir élégante et arborant son sourire le plus charmeur. Il portait un costume coûteux que Jean reconnut le même que Christophe mettait pour les réunions d'affaires importantes quand il voulait inspirer le succès. « Jean, tu as bien meilleure mine qu'hier. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à notre conversation. »« Oui, » répondit Jean d'un ton neutre en lui désignant le canapé. « Installe-toi. » Claire entra derrière eux, son hostilité d'hier soir, remplacée par une chaleur soigneusement étudiée. « J'ai préparé le rôti préféré de Christophe pour le dîner. N'est-ce pas merveilleux ?» Jean remarqua comment Claire s'était placée entre lui et la porte, tandis que Christophe s'asseyait directement en face du cadre photo où se cachait l'appareil d'enregistrement. « Avant de manger, » dit Christophe, en posant sa mallette sur la table basse dans un léger bruit sourd. « J'aimerais te montrer ce que j'ai préparé. Plus vite nous réglerons la partie affaires, plus vite tu pourras te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta guérison et Marie. » À la mention de Marie-Christophe et Claire jetèrent un coup d'œil vers l'escalier, comme pour s'assurer qu'elle n'écoutait pas. « Où est la petite princesse ce soir ?» demanda Christophe, avec ce même sourire que Marie avait qualifié de méchant. « Elle dîne dans sa chambre, » répondit rapidement Claire. « J'ai pensé qu'il valait le mieux l'éloigner des discussions d'adultes ennuyeuses. » Christophe hocha la tête, satisfait. « Sage décision. Les enfants ne devraient pas être accablés par des affaires familiales complexes. » Jean sentit sa mâchoire se crisper au mot « familial », mais garda une expression neutre. « Qu'as-tu exactement en tête, Christophe ?» Christophe ouvrit sa mallette et sortit une épaisse liasse de documents reliés de couverture bleue. « J'ai travaillé avec d'excellents avocats pour créer une structure de gestion complète. Cela me permettra de prendre en charge toutes les opérations quotidiennes de technologie du pont, pendant que tu prends le temps nécessaire pour te remettre. » Il étala les documents sur la table basse, comme un croupier distribuant des cartes. Jean vit plusieurs sections marquées de signets colorés et des pages pleines de jargon juridique. « L'avantage de cet arrangement, » poursuivit Christophe d'une voix de vendeur bien rodée, « c'est qu'il te protège du stress et des décisions difficiles, tout en assurant la prospérité de l'entreprise. Tu resteras bien sûr propriétaire, mais je m'occuperai de toutes les opérations. » Claire se pencha avec empressement. « N'est-ce pas parfait, Jean? Tu pourrais te consacrer à Marie et à ton deuil pendant que Christophe s'occupe du reste. » Jean prit le premier document et fit semblant de le lire tout en mémorisant sa structure, pour pouvoir le photographier plus tard. « C'est très complet. Combien de temps durerait cet arrangement? » « C'est la partie flexible, » répondit Christophe, les yeux brillants. « Au départ, nous pensons à 12 mois, mais il y a des clauses pour prolonger si tu as besoin de plus de temps pour guérir. Certaines personnes ont besoin d'années pour se remettre d'une telle perte. » « Des années. » Jean leva brusquement les yeux. « Oh oui, » ajouta Claire, sa voix dégoulinant d'une fausse compassion. « Le deuil est un processus si compliqué, et avec Marie encore si jeune traumatisée par la perte de sa mère, tu devras te consacrer entièrement à ses besoins affectifs. » Jean sentit sa peau se hérisser en entendant Claire parler du traumatisme de Marie, alors qu'elle en était la cause quotidienne. Quel pouvoir précis cet accord de gestion te donnerait-il ? Demanda-t-il directement à Christophe.
Le sourire de Christophe s'élargit. Une autorité opérationnelle, totale. Je pourrais prendre les décisions d'embauche et de licenciement, approuver les dépenses, négocier les contrats, gérer les investissements. En bref, tout ce que tu gères d'habitude. Le but est d'éliminer tout stress lié à l'entreprise de ta vie. Et quelle rémunération recevrais-tu pour assumer toutes ces responsabilités? Juste des honoraires de gestion modestes, 3% du chiffre d'affaires brut. À peine de quoi couvrir mes frais. En vérité, je fais ça par amour pour toi et pour Marie, pas pour l'argent. Jean eut presque envie de rire face à ce mensonge. Technologie du pont générait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. 3% rapporterait à Christophe plus d'1,5 million par an. Et ce n'était que le début. Il y a une chose de plus, dit Christophe en sortant un document séparé. Étant donné ton état émotionnel actuel, je pense qu'il serait sage d'établir une clause de surveillance médicale. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Claire, les yeux brillants d'anticipation. Cela veut dire que si tu avais des épisodes liés à ton deuil, j'aurais l'autorité pour prendre des décisions dans ton intérêt. Jean sentit un froid intense dans son ventre. Des épisodes. Hier, tu semblais plutôt paranoïaque et méfiant, expliqua Christophe d'un ton feutré. Tu posais des questions étranges, comme si tu ne me faisais pas confiance. Ce genre de comportement peut indiquer que le chagrin affecte ton jugement. Et si un professionnel de santé qualifié déterminait que ton deuil affecte ta capacité de décision, ajouta Claire d'une voix douce. Christophe pourrait intervenir temporairement pour protéger tes intérêts et l'avenir de Marie. Jean les regarda fixement, comprenant enfin toute l'ampleur de leur plan. Il ne cherchait pas seulement à voler son entreprise, mais à créer une base légale pour le déclarer mentalement incompétent s'il résistait. « Qui ferait une telle évaluation ?» demanda-t-il calmement. Christophe sortit. Une carte de visite. J'ai déjà consulté la docteure Patricia Andris, conseillère spécialisée dans les cas où un traumatisme provoque une grave dysfonction psychologique. Elle a accepté d'assurer un suivi. Jean observa la carte. Le cabinet de la docteure se trouvait dans le même immeuble que la société d'investissement de Christophe. Aucun hasard. « Oh, c'est très complet », dit Jean d'une voix soigneusement maîtrisée. « Vous avez pensé à tout. Nous voulons seulement te protéger, » assura Claire en lui tapotant la main. « Et protéger Marie, bien sûr. Cette pauvre enfant a déjà tant souffert. » L'ironie de voir Claire prétendre protéger Marie, tout en l'abusant systématiquement, était presque insupportable, mais Jean se força à rester calme pour continuer à recueillir des preuves. « J'ai besoin de comprendre le calendrier, » dit-il en prenant son téléphone, comme pour consulter son agenda, mais en réalité prêt à photographier les documents. Quand cet arrangement commencerait-il? Les yeux de Christophe brillèrent de triomphe. « Dès ce soir, en fait. Si tu signes maintenant, je pourrai prendre les rênes dès demain matin. La transition sera sans accroc. »« Ce soir me paraît bien rapide, » remarqua Jean. La voix de Claire prit une nuance légèrement tranchante. « Tu souffres depuis des mois. Chaque jour de retard ajoute du stress et des décisions d'affaires malheureuses. » Christophe hocha gravement la tête. « Je déteste le dire, mais l'entreprise a déjà souffert de certaines de tes récentes décisions. Le contrat Henderson, par exemple, tu as perdu un client majeur, parce que tu n'étais pas pleinement présent lors des négociations. » Les yeux de Jean se plissèrent. Il avait parfaitement géré ce contrat, et le client était toujours satisfait. Christophe mentait, et le faisait avec une aisance qui révélait combien cette conversation avait été répétée. « Je devrais appeler Henderson demain pour vérifier. » Jean
l'interrompit Christophe, son charme légèrement fissuré. Tu fais exactement ce qui nous inquiète, Claire, et moi. Tu doutes de toi-même, tu t'attardes sur des détails insignifiants. Ce genre de pensée obsessionnelle prouve que tu as besoin de soutien. Le talkie-walkie dans la poche de Jean grésilla doucement, et la petite voix de Marie chuchota. « Papa, ça va. Ils ont l'air fâchés. » Jean toussa pour couvrir le bruit et tapota sa poche pour baisser le volume. « Ça va, ma chérie, » murmura-t-il à peine. Les yeux de Claire se firent plus perçants. « Qu'as-tu dit ?»« Rien. Juste la gorge sèche. » Jean reporta son attention sur les papiers, l'esprit en ébullition. Il devait absolument photographier ces documents et les envoyer à Gabriel, mais Christophe et Claire l'observaient comme des faucons. « Vous savez quoi ?» dit-il en se levant brusquement. « Laissez-moi aller chercher du vin pour fêter ce nouvel arrangement. Cela mérite un toast. » Christophe et Claire échangèrent un regard rapide, un mélange de satisfaction et de triomphe. Ils croyaient avoir gagné, alors que Jean se dirigeait vers la cuisine. Il entendit Christophe murmurer à Claire. « Une fois qu'il aura signé ses papiers, nous aurons tout ce qu'il nous faut. La maison, l'entreprise, la tutelle, l'égal, de la fillette, tout. » La réponse de Claire était à peine audible, mais Jean saisit chaque mot. « Et s'il essaie de nous combattre plus tard, la docteure Andris le déclarera inapte mentalement. Aucun tribunal n'écoutera les divagations d'un homme éploré. » Les mains de Jean tremblaient, alors qu'il attrapait la bouteille de vin. Le dispositif d'enregistrement caché derrière le cadre photo captait chaque mot de leur complot. Mais il devait encore photographier les documents et alerter Gabriel. Dans la cuisine, il sortit rapidement son téléphone et envoya un texto à Gabriel. « Ils sont ici, ont apporté des papiers, besoin de toi, et Henri prêt à intervenir. C'est plus gros qu'on ne pensait. » La réponse de Gabriel arriva aussitôt. « Nous sommes à 2 rues. Prends des photos, si tu peux. Ne signe rien, quoi qu'il menace. » Jean prit une profonde inspiration, versa 3 verres de vin et se prépara à retourner dans le salon où 2 prédateurs l'attendaient pour dévorer tout ce que lui et Rachel avaient construit. Quand il revint, avec le plateau de vin, Christophe et Claire étaient entassis plus près, l'un de l'autre sur le canapé, penchés sur les documents, comme des conspirateurs préparant leur prochain coup. « Voilà, » dit Jean d'un ton faussement jovial, en posant le plateau. Au nouveau commencement, leva Christophe son verre avec un sourire triomphant. À la famille qui prend soin de la famille. Claire fit teinter son verre contre les leurs, et à Marie, qui aura enfin l'environnement stable dont elle a besoin. L'hypocrisie de Claire, elle qui terrorisait sa fille, depuis des mois faillit faire s'étrangler Jean. Mais il se força à boire et à sourire. « Bon, » dit Christophe, en reposant son verre et en prenant un stylo. « Réglons ces signatures. Je sais que tu veux avancer rapidement. » Jean s'assit en face d'eux et tira le premier document vers lui. « Avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais photographier ces papiers pour les envoyer à mon conseiller financier. Il aime garder une copie de tous mes accords. » Le sourire de Christophe se figea légèrement. Est-ce vraiment nécessaire? Ce sont des contrats de gestion tout à fait standards. C'est juste une bonne pratique commerciale, répondit Jean d'un ton détaché en sortant son téléphone. Vous comprenez? Claire se pencha en avant précipitamment. Jean, je ne pense pas que... Mais Jean prenait déjà des photos, l'appareil capturant, page après page, des documents frauduleux. Christophe et Claire échangèrent des regards alarmés, pendant que Jean photographiait méthodiquement chaque section, y compris les petites lignes
qui donneraient à Christophe le contrôle de ses biens et de l'avenir de sa fille. « Voilà, » dit Jean rapidement en envoyant les photos à Gabriel. « Mon conseiller sera impressionné par ta minutie, Christophe. » Le masque charmeur de Christophe glissait. « Jean, nous devrions vraiment avancer ce soir. J'ai déjà tout organisé pour prendre les opérations en main demain matin. Tu sembles drôlement pressé, » observa Jean d'un ton toujours neutre mais au regard acéré. « Eh bien oui, plus tôt nous mettons ce plan en œuvre, plus tôt tu peux te concentrer sur ta guérison. » Jean posa son téléphone et fixa directement son frère. « Et si je décidais de ne pas signer ces papiers ?» Le silence s'abattit dans la pièce. Le sourire de Christophe disparut complètement et le visage de Claire se durcit. « Ce serait regrettable, » dit Christophe lentement. « Parce que franchement, Jean, ton comportement récent suggère que tu ne penses pas clairement. La paranoïa, la méfiance envers ceux qui essaient de t'aider. » « Ce que Christophe veut dire, » ajouta Claire d'un ton lisse, « c'est que si tu refuses une aide raisonnable, cela pourrait indiquer que ton deuil affecte ton jugement plus gravement que nous le pensions. » Jean sentit son téléphone vibrer avec un message de Gabriel. « Ces documents sont frauduleux et illégaux. La docteure Andris n'est pas agréée dans ce département. Nous avons assez de preuves. Donne-nous le signal quand tu es prêt. » « Vous savez ce qui est intéressant, » dit Jean, sa voix prenant un ton presque conversationnel. « Je réfléchis beaucoup à ce que Rachel voudrait pour l'avenir de Marie. » Les yeux de Claire se plissèrent. « Rachel n'est plus là. Jean, tu dois te concentrer sur la réalité. Tu as raison, elle n'est plus là. Mais elle m'a laissé quelque chose avant de mourir, une lettre. » Christophe se pencha en avant. « Quel genre de lettre ?» Jean sourit, et pour la première fois de la soirée, c'était un sourire sincère. « Elle a écrit que les yeux de Marie me diraient tout ce que je dois savoir sur qui s'occupe vraiment d'elle. » Claire devint très immobile. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? » ?»« Ça veut dire, Claire, que j'ai observé. J'ai vu comment Marie sursaute quand tu entres dans une pièce. J'ai vu les bleus sur ses bras et les coupures sur ses mains à cause des corvées que tu lui imposes. Je sais pour les jouets cassés, les repas manqués et les menaces que tu murmures à une enfant de 7 ans. » Le visage de Claire devint écarlate. « C'est ridicule. Marie est une enfant difficile qui a besoin de structure et de discipline. Marie est une petite fille traumatisée, dont la belle-mère l'a maltraitée, pendant que son père était trop noyé dans le chagrin pour la protéger. » Coupa Jean d'une voix qui montait. « Mais je ne suis plus perdu. » Christophe se leva brusquement. « Jean, tu fais clairement une sorte de crise. C'est exactement le genre de pensée paranoïaque qui prouve que tu as besoin d'aide professionnelle. »« Suis-je paranoïaque ?» demanda Jean en se levant à son tour. « Où ai-je enfin compris que mon frère et la tante de ma belle-fille complotent ensemble pour me voler mon entreprise et maltraiter mon enfant? Ça suffit. » Lança Claire son masque de douceur, s'effondrant complètement. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Jean s'avança vers la cheminée et souleva le cadre photo de lui et Rachel. Derrière le minuscule dispositif d'enregistrement, captait silencieusement chaque mot. « En fait, je sais exactement de quoi je parle, » dit Jean en brandissant le petit appareil. « Et les autorités qui ont écouté tout ce que vous avez dit ce soir le savent aussi. » Christophe et Claire fixèrent le dispositif d'enregistrement avec horreur. « Tu nous as enregistrés, » chuchota Claire, chaque mot.
y compris votre conversation sur le fait de jeter Marie à la rue si jamais elle me disait ce que vous lui faisiez, y compris votre plan pour qu'une fausse docteure me déclare mentalement incompétent, y compris votre aveu que vous vouliez voler ma maison, mon entreprise et la garde légale de ma fille. Le visage de Christophe devint livide. « Tu ne peux pas utiliser cet enregistrement au tribunal. Nous n'avons pas donné notre consentement. » « En fait, répondit Jean calmement, dans ce département il suffit qu'une seule partie consente pour enregistrer une conversation dans sa propre maison. Et comme je suis cette partie, tout ce que vous avez dit ce soir est parfaitement recevable comme preuve. » Le talkie-walkie dans la poche de Jean grésilla, et la voix effrayée de Marie murmura « Papa Claire a l'air vraiment méchante. Est-ce que les méchants essaient de te faire du mal ?» Jean appuya sur le bouton. « Tout va bien, ma chérie. Les méchants ne peuvent plus faire de mal à personne. Les gentils sont là, maintenant. » Comme à un signal, on frappa fermement à la porte d'entrée. Jean Dupont appela une voix grave. « Ici le commandant Henri Dalton. J'ai un mandat d'arrêt pour Claire Will et une ordonnance concernant la protection de Marie Dupont. » Claire bondit sur ses pieds, le visage tordu de rage. « Tu te crois malin, mais tu ne comprends pas ce que tu as fait. Marie n'est qu'une petite menteuse gâtée qui... » « Ne dis pas, » coupa Jean d'une voix glaciale. « N'ose pas dire un mot de plus sur ma fille. » La porte s'ouvrit, et le commandant Dalton entra avec 2 agents, en uniforme, suivi de Gabriel Renaud, portant une serviette. « Commandant Dalton, » dit Jean, en lui tendant le dispositif d'enregistrement, « je pense que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici. » Dalton prit l'appareil avec gravité. « Merci, monsieur Dupont. Nous écoutions depuis l'extérieur et nous avons entendu suffisamment pour agir. » Gabriel avança sa serviette ouverte. « J'ai examiné les documents que Jean a photographiés. Ils contiennent de multiples fraudes, y compris de fausses certifications médicales, et des clauses de transfert illégales. » Christophe recula vers la fenêtre, son assurance polie complètement brisée. « C'est un malentendu. Nous voulions juste aider. »« Aider » l'interrompit Dalton. En menaçant de disperser les cendres d'une défunte, en projetant de faire déclarer un père inapte sur la base de faux rapports médicaux. Un des agents se plaça à côté de Christophe. « Christophe Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue d'escroquerie et menace envers un mineur. » Alors que l'officier lui lisait ses droits, Claire se jeta soudain vers l'escalier. « Cette gamine a tout gâché. Elle ment sur moi depuis le début. » Le commandant Dalton se plaça avec souplesse sur son chemin. « Claire Will, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants menaces criminelles et complot en vue d'escroquerie. »« Vous ne pouvez rien prouver, » hurla Claire, en se débattant, pendant qu'un second agent tentait de la maîtriser. « C'est ma parole contre celle d'une enfant traumatisée qui ne sait pas faire la différence entre discipline et abus. » Jean sentit ses poings se serrer, mais Dalton croisa son regard et secoua légèrement la tête. « En réalité, Madame Will, nous avons des preuves abondantes. Le dispositif a capté vos menaces concernant les cendres, votre aveu de conspiration avec le frère de Monsieur Dupont et votre intention claire de continuer à maltraiter l'enfant. » Gabriel sortit plusieurs documents officiels. « Nous avons également une ordonnance de protection temporaire, vous excluant immédiatement de ce foyer, et un jugement plaçant Marie Dupont sous la garde exclusive et la protection de son père. » Le visage de Claire se déforma de rage. « Jean, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Sans moi, tu ne pourras jamais t'occuper de cet enfant. Elle est manipulatrice et exigeante, tout comme sa mère. »
La pièce devint silencieuse. Même les agents s'arrêtèrent pour la fixer. Jean s'avança, la voix dangereusement basse. « Qu'as-tu dit sur ma femme ?» Claire sembla réaliser qu'elle en avait trop dit, mais le mal était fait. « Je voulais juste dire que certains enfants demandent une main ferme. »« Non, » dit Jean, la voix de plus en plus forte. « Tu as dit que Marie était manipulatrice tout comme sa mère. Tu as toujours détesté Rachel, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu faisais du mal à Marie parce qu'elle te rappelait la femme que j'aimais. » Dalton posa fermement la main sur le bras de Claire, alors qu'elle tentait de se dégager. « Claire Will, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous en justice. » Mais Claire était au-delà de toute prudence juridique. Oui, je la haïssais. La parfaite Rachel, son mariage parfait, et sa petite-fille parfaite. Elle avait tout pendant que moi, je devais me battre pour chaque miette d'attention. Jean sentit le dernier morceau du puzzle se mettre en place. La cruauté de Claire envers Marie n'avait pas été seulement une question de contrôle ou d'argent, c'était de la jalousie et une vengeance contre une femme déjà morte. Le talkie-walkie grésilla. Encore et la petite voix de Marie murmura « Papa, j'ai entendu Claire crier, elle part maintenant. » Jean appuya sur le bouton, la voix douce, malgré le chaos autour de lui. « Oui, ma chérie, Claire s'en va et elle ne reviendra jamais. Tu es en sécurité maintenant. » Alors que les agents escortaient Claire et Christophe vers la porte, Claire se retourna une dernière fois, le visage tordu de haine. « Tu vas le regretter, Jean. Cet enfant ne sera qu'un problème, comme sa mère. Tu verras. »« La seule chose que je regrette, dit Jean calmement, c'est de ne pas avoir protégé ma fille de toi plus tôt. » Après que la porte se fut refermée derrière les agents et leurs prisonniers, la maison tomba dans un silence presque surnaturel. Jean resta dans le salon, le talkie-walkie à la main, essayant de réaliser que ce cauchemar était enfin terminé. Gabriel posa une main sur son épaule. « Jean, ça va. »« Je crois, » dit Jean, ses mains tremblant légèrement. « C'est vraiment fini pour ce soir. »« Oui. Claire et Christophe seront détenus en attendant des charges formelles. L'ordonnance de protection interdit à Claire de s'approcher de Marie ou de la contacter. Et les preuves que nous avons, l'enregistrement, les documents frauduleux, les fausses certifications médicales, devraient suffire à obtenir des condamnations. » Le commandant Dalton acquiesça. « Nous aurons besoin de déclarations complètes de vous et de Marie, mais cela peut attendre demain. Ce soir, concentrez-vous simplement sur le fait de lui montrer qu'elle est en sécurité. » Jean leva les yeux au plafond, pensant à sa fille, cachée dans sa chambre. Comment expliquer tout ça à une fillette de 7 ans? Commencez par la vérité, conseilla le commandant Dalton. Les enfants sont plus résilients qu'on ne le pense, et ils savent souvent plus que ce que nous imaginons. Marie a clairement compris qu'elle était en danger. C'est pour cela qu'elle vous a fait confiance pour l'aider. Gabriel commença à ranger sa serviette. « Je déposerai demain les documents nécessaires pour m'assurer que Claire n'a aucun droit légal sur Marie, et nous commencerons le processus pour réparer les éventuels dommages financiers que Christophe aurait pu causer à vos comptes professionnels. » « Et le docteur Rix ?» demanda Jean. « Elle n'est pas autorisée à exercer dans ce département, » répondit Gabriel avec gravité. Christophe prévoyait qu'elle fournisse de faux bilans psychologiques. Nous allons également la signaler aux autorités compétentes. Alors que Gabriel et le commandant Dalton se préparaient à partir, Jean réalisa qu'il allait être seul, avec Marie, pour la première fois depuis des mois, sans la menace de la présence de Claire planant sur eux. « Merci, » dit-il aux 2 hommes. « Ne soit que le père dont Marie a besoin, » dit simplement Dalton. « C'est le seul paiement dont tu as besoin. » Après leur départ,
Jean resta un long moment dans le salon, vide regardant les documents légaux éparpillés que Christophe avait apportés pour lui voler sa vie. Demain, il devrait gérer avocats, procédures judiciaires et déclarations officielles. Mais ce soir, il avait quelque chose de plus important à faire. Il prit le talkie-walkie et appuya sur le bouton. « Marie, tu peux descendre maintenant. Claire et oncle Christophe sont partis et ne reviendront jamais. » Un long silence suivit, puis la voix de Marie petite et hésitante. « Tu es sûr, papa ? » « Je te le promets, ma chérie. Maintenant, il n'y a plus que toi et moi, comme il se doit. » Jean entendit la porte de sa chambre s'ouvrir, puis de légers pas dans l'escalier. Quelques instants plus tard, Marie apparut dans l'encadrement de la porte, tenant toujours son lapin en peluche, les yeux grands et prudents. « C'est vraiment fini, » murmura-t-elle. Jean s'agenouilla et ouvrit les bras. « Et c'est vraiment fini. » Marie courut vers lui, et alors qu'il la serrait fort, Jean ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, un soulagement complet et absolu. Sa fille était en sécurité. Sa maison était de nouveau la sienne. Et pour la première fois depuis la mort de Rachel, il pouvait respirer librement. « Papa, » dit Marie, sa voix étouffée contre son épaule. « Oui, ma chérie. J'ai faim. » Le sandwich de Claire était vraiment petit. Jean ria réellement pour la première fois depuis longtemps. « Alors allons te préparer un vrai dîner. Nous avons tout le temps du monde. » Dans la cuisine, Jean ouvrit le réfrigérateur et examina les options. Depuis des mois, Claire contrôlait ce que Marie mangeait, utilisant la nourriture comme une arme supplémentaire de domination. Maintenant, en voyant le corps frêle de sa fille et en se souvenant du pathétique sandwich que Claire lui avait donné, Jean sentit une détermination monter en lui. « Que veux-tu, ma chérie, n'importe quoi ?» Marie leva les yeux vers lui surprise, comme si le concept de choisir sa propre nourriture lui était étranger. « Je peux choisir. » « Bien sûr, tu peux choisir. C'est ta maison, tu dois manger ce qui te rend heureuse. » Marie réfléchit un instant, puis chuchota. « Est-ce que je peux avoir des macaronis au fromage, ceux que maman faisait avec les petites miettes par-dessus ?» Jean sentit sa gorge se serrer. « Je crois que je peux me rappeler comment les préparer. Tu veux m'aider ?» Ils travaillèrent ensemble dans la cuisine. Marie debout sur une chaise pour remuer la sauce au fromage, pendant que Jean préparait la garniture de miettes. Jean remarqua à quel point elle semblait déjà différente. Ses épaules n'étaient plus voûtées par la peur, et elle souriait réellement lorsqu'elle laissait tomber accidentellement un morceau de fromage et qu'il le ramassait, en faisant des grimaces amusantes. « Papa » dit Marie alors qu'ils attendaient la cuisson du gratin. Quand Claire criait en bas, elle disait des choses méchantes sur maman. Jean s'assit à la table de la cuisine et fit asseoir Marie sur ses genoux. C'était la conversation qu'il redoutait, mais le commandant Dalton avait raison. Marie méritait la vérité. Oui, elle disait des choses méchantes. Mais Marie, aucune de ces choses n'était vraie. Claire était en colère et blessée. Et parfois, quand les gens sont en colère, ils disent des horreurs qu'ils ne pensent pas vraiment. Mais elle pensait ce qu'elle disait, dit Marie d'un ton catégorique. Jean fut de nouveau frappé par la sagesse de sa fille. Tu as raison. Claire pensait vraiment ce qu'elle disait. Et cela nous apprend quelque chose d'important sur Claire, pas sur maman. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que Claire était jalouse de tout l'amour que j'avais pour ta maman et de tout l'amour que ta maman avait pour toi. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux, alors elles essaient de détruire ce bonheur. Marie resta silencieuse, un instant pour assimiler ces paroles.
Est-ce pour ça que Claire m'a fait du mal? Parce que maman m'aimait. Jean sentit des larmes lui piquer les yeux. Je crois que c'est en partie ça. Oui, mais Marie, écoute-moi attentivement. Rien de ce que Claire t'a fait n'est de ta faute. Pas le moindre petit peu. Claire a choisi d'être cruelle, et ça reflète qui est Claire, pas qui tu es, toi. Je sais, dit simplement Marie. Je me le répète tous les jours. Je me dis, Marie, tu n'es pas mauvaise, Claire est juste méchante. Jean la serra plus fort dans ses bras, étonné de la résilience de sa fille. Tu as tout à fait raison, et je suis tellement désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Tu étais triste à cause de maman, dit Marie en tapotant doucement sa joue. Je comprends la tristesse, mais je suis contente que tu ne sois plus trop triste pour me voir. La minuterie du four sonna et Marie se dégagea de ses genoux. Les macaronis au fromage sont prêts. Alors qu'ils dînaient ensemble à la table de la cuisine, un repas simple qui semblait une célébration, Jean réalisa à quel point il avait manqué tout cela. Pas seulement les grands moments, mais les petites joies quotidiennes d'être le père de Marie, la façon dont elle disposait soigneusement sa nourriture avant de la manger, la façon dont elle chantonnait doucement entre les bouchées, la façon dont elle le regardait avec une confiance totale quand il lui parlait. « Marie, dit-il alors qu'elle terminait sa deuxième assiette, demain nous allons commencer à apporter quelques changements, ici. » Elle leva les yeux attentive. « Quel genre de changement? » « Eh bien d'abord, je ne vais plus travailler autant. Je veux être plus souvent avec toi pour préparer le petit déjeuner, t'accompagner à l'école et t'aider pour les devoirs. » Les yeux de Marie s'agrandirent. « Vraiment, tous les jours que tu voudras. Et ensuite, nous allons te trouver quelqu'un pour t'aider à parler de toutes les choses effrayantes qui se passent d'avec Claire. Il y a une très gentille dame qui aide les enfants à gérer leurs émotions. Un peu comme un médecin, mais plus comme une professeure qui t'apprend à comprendre tes sentiments et à te sentir mieux quand tu as peur ou que tu es triste. » Marie hocha la tête avec réflexion. « Tu seras là aussi. Si tu veux que je sois là, oui. Nous allons faire ça ensemble, ma chérie. Plus de secrets, plus de peur. » Après le dîner, Jean fit prendre un bain chaud à Marie. Quelque chose que Claire n'avait jamais autorisé, insistant pour que les enfants se contentent de douches rapides. Pendant que Marie jouait avec ses jouets de bain, Jean l'entendit chanter doucement pour elle-même. C'était une chanson qu'il reconnaissait une des préférées de Rachel. « Marie, où as-tu appris cette chanson? » « Maman me la chantait avant de tomber malade. Je m'en souvenais, mais je ne pouvais pas la chanter quand Claire était là, parce qu'elle disait que je faisais trop de bruit. » Jean sentit une nouvelle vague de colère contre Claire, mais il la réprima. Claire était partie maintenant, et ressasser sa cruauté n'aiderait pas Marie à guérir. « Veux-tu que je la chante avec toi? » Le visage de Marie s'illumina. « Tu sais la chanter aussi, maman me l'a apprise. Elle disait que c'était notre chanson familiale. » Alors qu'ils chantaient ensemble, Jean se rappela quelque chose d'autre. L'ancien piano de Rachel était toujours au sous-sol, recouvert d'un drap. Claire avait insisté pour qu'il soit descendu là-bas, parce que les enfants n'ont pas besoin de jouets aussi chers. Demain, pensa Jean, il le remonterait à l'étage où il appartenait, après que Marie fut couchée dans un pyjama, propre avec des draps frais et 3 peluches, au lieu d'une seule que Claire jugeait suffisante. Jean s'assit au bord de son lit pour leur première véritable conversation avant de dormir depuis des mois. « Papa, » dit Marie en somnolant, « est-ce que tu vas rester triste pour toujours ?» La question le prit au dépourvu. « Que veux-tu dire? Tu as été triste depuis que maman est morte.
Je comprends pourquoi, mais j'ai aussi manqué de te voir heureuse. » Jean sentit sa poitrine se serrer. « Je ne pense pas que je cesserai jamais de penser à maman, mais je ne veux pas être trop triste pour profiter de ma vie avec toi. Penses-tu que tu peux m'aider à me souvenir comment être heureux ?» Marie sourit et tendit la main vers lui. « Je connais plein de façons d'être heureux. Je peux te montrer demain. » J'aimerais beaucoup ça. Alors que Marie s'endormait, Jean resta à observer son visage paisible sous la faible lumière du couloir. Pour la première fois depuis la mort de Rachel, sa fille semblait véritablement en sécurité et sereine. Demain apporterait son lot de défis de rendez-vous en thérapie de procédures judiciaires à gérer et le long processus de reconstruction de leur relation. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, lui et Marie pourraient dormir sans peur. Jean était sur le point de partir lorsque la voix, endormie, de Marie le stoppa. « Papa, tu veux chanter encore une fois la chanson de maman ?» Jean se rasseya et commença à chanter doucement le même berceau que Rachel chantait à Marie chaque soir. Alors que sa voix emplissait la pièce silencieuse, Jean ressentit une connexion à sa femme, un confort plutôt qu'une douleur. Lorsque la chanson se termina, Marie dormait profondément, sa respiration calme et régulière. Jean l'embrassa doucement sur le front et murmura « Fais de beaux rêves, ma chérie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que j'en ai eu à créer cette histoire. N'hésitez pas à liker, partager et commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. À la prochaine.